Ensuite, c'est le problème de gouvernance et de transparence dans les finances publiques. D'abord, prenons le cas de la solidarité. Ça entre dans la ligne droite de la cueillette. Solidarité. Mais bien sûr, la facilité. C'est-à-dire, tout problème, vous allez vous plaindre à gauche, vous avez la solution. Quel effort vous allez encore fournir? Parce que vous savez trouver la solution facilement. En vous plaignant. En vous plaignant, vous trouvez la solution. Vous allez encore fournir quel effort? Rien. Mais ça, on ne perçoit pas ça d'une façon... Oh non, l'homme blanc, il est individualiste. Mais sur Molière TV+. En 60, malheureusement pour les dirigeants de l'époque, nous sommes devenus indépendants le 30 juin. Le 5 juillet, donc 5 jours après, désordre au niveau de Kankokolo. Avec la mutinerie de l'armée. Oui. Donc, ils n'ont pas eu le temps de s'occuper justement de cet aspect. Parce que l'aspect sécuritaire commençait déjà à déranger. Le 5 juillet, mutinerie de Kankokolo, qui avait contaminé aussi le camp de Banzangungu. Le 11 juillet, sécession katangaise. Donc voilà, on a évolué Une accumulation des problèmes sécuritaires et les bonnes volontés, malheureusement, n'ont pas eu le temps d'expliquer les problèmes de l'impôt. Maintenant, en 65, Mobutu prend le pouvoir, la presse... Mais sur Molière TV+. C'est-à-dire, avec la démarche en question, oui. État des lieux, objectif, cartographie des risques, vous découvrez facilement les anomalies. Bon, nous voulons que la rétrocession soit de 40%. Mais vous analysez les risques. Quels sont les risques qu'on peut rencontrer pour réaliser cela? C'est alors que vous allez commencer à réfléchir et puis vous dire non, ça ce n'est pas une bonne décision. Dites-moi, on dit que le problème que rencontrent les Noirs en général, c'est la solidarité exacerbée. C'est-à-dire, il faut partager. Ensuite, c'est le problème de gouvernance et de transparence dans les finances publiques. D'abord, prenons le cas de la solidarité. Ça entre dans la ligne droite de la cueillette. Solidarité. Mais bien sûr, la facilité. C'est-à-dire, tout problème, vous allez vous plaindre à gauche, vous avez la solution. Mais sur Molière TV+. La première réforme que le pays a connue sur le plan fiscal, c'est en 69. Mais maintenant, ils avaient peur de reprendre le concept de l'impôt. Ils se sont dit, bon, calmons un peu le jeu pour travailler la psychologie des gens. On appelle ça contribution. C'est ainsi qu'en 69, tout ce qui était impôt est devenu contribution. Alors, contribution. Est-ce que vous avez suivi à un certain moment, Mobutu s'est fâché parce qu'il a sanctionné quelqu'un parce qu'il n'a pas payé son impôt? Non. Mais sur Molière TV+. Ça. Maintenant, quand on va faire l'analyse, mais la province orientale a généré combien d'impôts? Ah non, d'ailleurs c'est zéro. Alors que l'activité a été sur place. Voilà, l'activité, tout s'est passé sur place, mais l'impôt a été payé ici à Kinshasa. Maintenant, comment on va calculer 40%? Et si les initiateurs de la disposition constitutionnelle avaient tenu compte de ça, ils allaient réfléchir autrement. Autrement dit, les experts fiscaux que vous êtes, le ministère du Budget, le ministère des Finances, tous ces conseillers, lorsqu'ils proposent des réformes, ils ne réfléchissent pas, on va dire, à la logique du fonctionnement de la vie publique. Mais juste ça. Mais sur Molière TV+. Non. Donc, on a évolué dans cette logique-là jusqu'à ce que, en 73, avec le boom du pétrole, les pays commençaient à s'endetter. Au lieu de focaliser l'attention sur les recettes internes, chercher des voies et moyens pour mobiliser les recettes, mais on a besoin de payer. Vous allez se lever dans une banque à Paris, on vous donne des fonds, vous réglez les problèmes. Et l'endettement s'est commencé à s'accumuler. Et c'est là où on a pris des crédits pour faire Hinga, justement, les grands travaux. Alors, mais sur Molière TV+. Connectez-vous sur Canal Sat 346. Chaque vendredi à 17h30 et la rediffusion samedi à 11h30. Un magazine à caractère promotionnel, politique, entreprise, église, boutique, ASBL, ONG, artistes musiciens, etc., etc. À la présentation, Molière Chingala, une réalisation signée
Dolly Madimba et Baudric. Une production signée Molière TV+, GG Nembalemba. C'est à vous, c'est votre chaîne de télévision. Télébusiness, votre chaîne. Télébusiness, notre chaîne à nous tous. Bienvenue à tous, merci. Aujourd'hui, nous allons parler de l'auto-examen. Nous allons aujourd'hui parler de l'examen des consciences de Noirs en général, des pays à majorité noire à travers le monde. Pourquoi ces pays sont sous-développés? Je vais nous provoquer. Est-ce que le sous-développement est nègre? Est-ce que le manque d'organisation est noir? Est-ce que le manque de stratégie, le manque de la bonne gouvernance, est-ce que ceux qui disent les Noirs ne peuvent pas développer le monde ont-ils tort ou raison? Alors que l'Égypte, c'était noir. Les grands inventeurs sont des Noirs. Les grands guerriers aussi. Mais le constat est que si vous regardez à travers le monde, là où il y a en majorité les Noirs qui gouvernent, qui gèrent, ça pose des problèmes. Allez, mon invité, Dieudonné Buffy-Manou, chercheur. Vous êtes un chercheur, un expert en maîtrise des risques, administrateur à l'Institut des auditeurs internes en RDC. Ça montre à quel niveau la réflexion, ça vous habite. Et on va faire ce soir un examen des consciences. L'Afrique contribue, on va dire, au commerce mondial à hauteur de moins de 5%, d'après les chiffres publiés par le PNUD et je dirais même l'Organisation internationale. Et pourtant, en termes de démographie, c'est l'Afrique. En termes de matières premières, c'est l'Afrique. En termes d'étendue, c'est l'Afrique. On va au-delà de l'Afrique, les Caraïbes. Allez, je prends la première république indépendante, Haïti, à majorité noire, jusqu'à maintenant. La première république à s'être émancipée, c'est aujourd'hui embourbé dans des querelles. Est-ce que nous sommes maudits, les Noirs? Non, on ne peut pas parler de malédiction. Nous ne sommes pas maudits. Mais cette problématique exige d'approfondir les choses. Et le point de départ de cette réflexion est parti en moi le jour où j'avais débarqué à Douala, au Cameroun. Au Cameroun. On quitte l'aéroport pour l'hôtel Aqua Palace. En cours de route, je me dis, mais si quelqu'un me disait que je suis dans un quartier de Lubumbashi, c'est normal. Beaucoup de pays d'Afrique se ressemblent. Voilà. Alors maintenant, c'est là où je me dis, mais quand je compare le Cameroun au Congo, il n'y a pas de différence. Même les villages du Cameroun et nos villages, c'est la même chose. Les pays que j'ai déjà visités, la Côte d'Ivoire en profondeur, le Bénin. Pareil. Partout, c'est pareil. Alors, c'est ainsi que je me suis posé la question suivante. Est-ce que c'est Mobutu qui a dirigé le Cameroun? Non. Ou Kabila, Joseph Kabila a dirigé la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire soit dans cet état? Est-ce que c'est Houphouët-Boigny qui a dirigé le Congo? Donc, je me suis posé toutes ces questions. Je me suis dit, si ces chefs de l'État qui ont dirigé chacun son pays, mais malheureusement nous nous retrouvons dans cette situation, c'est qu'il y a un problème qui concerne nous tous. Mais moi je peux aller plus loin. Vous allez en Guyane. Voilà. Vous allez en Nouvelle-Calédonie. Justement. Hein? Donc on s'est dit, mais quelle est alors là? C'est-à-dire ce n'est pas une occasion de se moquer de cette situation, mais c'est une interpellation pour comprendre la problématique et faire des propositions concrètes. Parce que nous avons droit aussi à nous développer comme les autres. Donc c'est là le point de départ de la réflexion. Et le constat, c'est une évidence. On ne peut même Comment pas... expliquer que les pays asiatiques se sont développés en moins de 50 ans, Justement. alors qu'ils étaient sous-développés, mais comme nous?
Mais voilà. La Corée du Sud. Donc maintenant, c'est l'Indonésie. Voilà. Mais quand on se pose toutes ces questions, on se dit, mais finalement, pourquoi tous ces pays des Noirs à travers le monde sont sous-développés? C'est ça la problématique. Explication, selon vous. Il y a deux choses. La première, on doit savoir que la plus grosse erreur que l'homme peut commettre, c'est une erreur philosophique. Philosophique. Parce que quand on est capitaliste, c'est une philosophie. Tout le comportement est versé dans le capitalisme. On est communiste, c'est une philosophie. Tout le comportement aussi est tourné vers le communisme. Donc la philosophie joue un rôle très important. Maintenant, en ce qui nous concerne, nous, l'Afrique, je me suis rappelé alors le cours que le professeur Kayemba Ntamba nous donnait, et il répétait que pour lui, il estimait que l'abondance ne nous a pas servi. Parce que depuis des siècles et des siècles, ils n'avaient pas besoin d'épargner ou de faire quoi que ce soit. Ils ont faim aujourd'hui, ils mangent, demain ils ont faim, ils entrent dans la brousse, ils prennent. Bref, c'est la... Ça veut dire que l'homme noir, et l'Africain en particulier, évolue dans un environnement d'abondance. Il n'est pas dans le besoin. Justement. Et ça s'est passé des siècles et des siècles. Par contre, au niveau européen, par exemple, avec l'hiver, vous êtes obligés de vous comporter en conséquence. Mais nous, on n'a pas besoin... De chercher à vous chauffer. Justement. Nous, on n'a pas besoin de ça. Un visiteur vient de quelque part, il arrive, on a connu des cas comme ça. Mais le papa va derrière la maison, il abat un singe, il vient offrir. Donc, il n'a pas besoin de dire, bon, moi, je dois épargner. Oui, il va à la rivière, il va pêcher, il ramène le poisson. Donc, pendant des siècles, cela a développé auprès de cet Africain ce que moi, j'appelle la philosophie de la cueillette. C'est-à-dire la facilité. Pour vivre, on n'a pas besoin de beaucoup d'acrobatie, parce que la nature vous offre tout. Allez seulement puiser dans la nature, vous mangez. Donc l'homme africain, l'homme noir, n'a pas besoin d'épargner. Pour des temps durs, des sécheresses, des privations. Voilà, et c'est ce qu'on a connu. Et ça s'est passé des siècles et des siècles. Ce n'est pas pendant 50 ans ou 100 ans, plusieurs siècles. De sorte que ça imprime dans l'homme un certain comportement, une certaine philosophie. Donc c'est comme si la vie est tellement facile et ça se concrétise maintenant. Un frère est bien positionné, les autres, qu'ils aient ou quoi que ce soit ou qu'ils n'aient rien, ils se disent non, comme notre frère est là, allons seulement demander. Si quelqu'un tombe malade, c'est lui qui va s'en occuper. C'est lui qui va s'en occuper. Ça, c'est la philosophie que j'appelle de la cueillette, c'est-à-dire la facilité. Et cette philosophie, maintenant, engendre toutes ces conséquences. Les gens croient que la paresse, la nonchalance, ça engendre tout ça. Maintenant, quand on analyse cette question, on se dit, mais ça veut dire quoi? Que nous devons rester dans cette situation? La réponse est non. Alors, je sais que ceux qui nous suivent vont dire, mais ces chercheurs, ils oublient que l'homme noir a été mis dans des conditions de non-développement. La traite négrière, la corruption, la prédation de l'homme noir. Il y a eu d'abord les Arabes, ensuite il y a eu de Blancs qui sont venus. Et on a déporté ces Noirs, et là on les a mis dans des conditions, on va dire, de travail forcé. Donc, tout ceci ne permet pas le développement. Non. Tout ceci ne permet pas une culture de l'épargne, de l'effort. Justement, c'est là où nous invitons les gens à comprendre le monde. Le monde a une loi naturelle implacable. Laquelle? La loi de l'évolution. La planète Terre existe depuis plus de 4 milliards d'années, mais avant 4 milliards d'années, il existait autre chose. Donc les choses évoluent. Il faut se situer toujours dans cette loi de l'évolution. On n'a pas connu l'esclavagisme pendant 10 siècles. C'était occasionnel. Même la colonisation, pas pendant 1000 ans. Donc, il y a peut-être que par notre nonchalance, par notre naïveté, le colon est arrivé. C'est ce qui s'est permis. Donc, la remise en question doit venir de nous-mêmes. Pourquoi on nous a colonisés? Pourquoi il y a eu la traite d'esclaves? Pourquoi ceci?
Est-ce qu'on s'est posé ce genre de questions? Malheureusement, non. Et c'est quand on subissait, vous subissez d'abord aujourd'hui, les autres en profitent, hein, parce que le monde est ainsi fait. C'est que quand les autres constatent que vous avez des richesses que vous ne savez pas exploiter, mais bien sûr, et ils viennent, ils se servent. Mais justement, et là vous allez connaître d'abord qui? Parce que le plus grand obstacle du monde, de l'évolution du monde, c'est d'abord soi-même. Quand vous-même, vous n'êtes pas conscient de cette évolution, vous ne voulez pas prendre des dispositions pour mieux évoluer, vous ne comprenez pas ce que vous devriez faire, c'est-à-dire vous ouvrez la porte à tout le monde. Et le monde, la planète Terre, mais c'est une petite boule. Quand vous observez la planète Terre à partir de Saturne, parce qu'il y a des photos prises à partir de Saturne, la planète Terre, mais c'est une petite boule. Qu'est-ce qui se passe sur les autres planètes? On ne sait pas. Donc, cette remise en question, c'est à nous maintenant de nous poser toutes ces questions. Qu'est-ce que nous devons faire? Et malheureusement, et c'est là où mon expertise en audit interne m'a aidé pour comprendre que c'est la méthodologie, notre méthode, démarche de réflexion est déficitaire, totalement déficitaire. Alors expliquez-moi après avoir constaté ceci, parce que les gens vont dire, oui, ce chercheur, il est bien gentil, il constate que les Noirs sont nonchalants, ils ne travaillent pas beaucoup, c'est comme disait Senghor, la raison est laine, l'émotion est nègre, donc nous sommes émotionnels. Et là, vous donnez raison à Sarkozy qui dit, bon, l'homme noir n'est pas entré dans la civilisation, dans l'histoire, etc. Justement. Et après avoir dit ça, oui, justement, c'est-à-dire quoi? La démarche d'abord, c'est-à-dire la démarche qui est utilisée actuellement. Parce que le problème, c'est dans le mental, ce n'est pas ailleurs, ce n'est pas un problème physique, c'est un problème dans le mental. Maintenant, quand on entre dans ce mental, comment réfléchissons-nous? Comment abordons-nous nos problèmes pour chercher des solutions? Cette démarche, moi, je la trouve déficitaire et vieille d'ailleurs. La démarche consiste à faire les constats, état des lieux. Là, nous savons faire ça, parce que c'est question de dire seulement la vérité, c'est que vous voyez. Vous faites l'état des lieux. Mais la suite, la deuxième étape, et ça, même dans plusieurs conférences internationales, c'est ce qu'on nous raconte, quelles sont les causes? Vous avez fait l'état des lieux, il y a ceci, voilà. Quelles sont les causes? Et vous mettez à énumérer les causes qui vous passent par la tête. Ah, première cause, celle-ci, pas d'une façon hiérarchisée, mais au moins, on cite comme certaines causes. Et après, on se dit, oui, en tout cas, c'est suffisant. Donc, on a fait l'état des lieux, on a donné les causes, ce que nous considérons comme cause de cet état des lieux. Et troisième étape, quelles sont les pistes de solution? Et les gens réfléchissent, ah, par rapport à telle cause, voilà ce qu'on peut proposer. Qu'est-ce qu'on fait après avoir constaté ça? Est-ce que tous les Noirs ont les mêmes tares, ont les mêmes causes du sous-développement? Et puis, si c'est le cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais justement, moi j'ai décrit d'abord cette faille parce que c'est fondamental. Hein? Nous participons à plusieurs séminaires, que ce soit ici au pays comme à l'étranger. Oui. État des lieux. Vous faites l'état des lieux. Avant même de partir, on vous dit, venez avec votre état des lieux. Vous faites l'état des lieux. Et puis, quelles sont les causes? Vous donnez les causes. Et puis, piste de solution. Et puis, recommandations, tout ça. Ça s'arrête là. Conséquence, aucune évolution. Ou nous évoluons timidement. Et Dieu sait combien ça prouve de conférences de renforcement des capacités. Voilà. Nous, on en a connu. Courage des recettes. On est allé croquer des pousses de poulet pour rien au Grand Hôtel. Et résultat, rien. Dernièrement, en 2020 ou 2021, forum sur les réformes fiscales. Résultat, zéro. Et j'attends les recommandations de... Hier, ils ont terminé encore notre forum sur la fiscalité organisé par KPMG. Oui. J'attends les résolutions. Mais je soupçonne que là aussi, il y a beaucoup de failles. Pourquoi ça ne marche pas? Mais justement, parce que la démarche est mauvaise. C'est tout. Mais qu'est-ce qu'il faut faire à la place? Maintenant, c'est la démarche qu'il faut changer. Oui, justement. La raison pour laquelle nous disons ceci. Et là, c'est une démarche scientifique soutenue par la maîtrise des risques. Même les auditeurs internes du monde peuvent le confirmer. Quand on a fait l'état des lieux, la question suivante qu'on doit se poser, c'est laquelle? Quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que vous voulez? Les objectifs. Oui. Vous avez fait l'état des lieux. Première question, quel est votre état des lieux? Vous avez ceci, l'école mauvaise, ceci, hôpitaux. Ok. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez?
Voilà, l'intellectualisme commence, parce qu'il faut approfondir les réflexions. Ah, nous voulons des bons hôpitaux, nous voulons des bonnes routes. Ah, vous voulez ça? Ok. Mais qu'est-ce qui vous empêche d'avoir ça? Maintenant, je vous pose la question, vous voulez des bonnes routes. Maintenant, vous connaissez vous-même. Vous avez besoin de bonnes routes. Maintenant, qu'est-ce qui vous empêche d'avoir ces bonnes routes? Voilà, la réflexion est orientée autrement. On n'est plus dans les causes et solutions. Non. Qu'est-ce qui vous empêche d'avoir les routes? Et c'est ce qu'on appelle, sur le plan technique, vous devez faire une cartographie des risques. Que si je voudrais avoir des bonnes routes, il y a un problème d'argent. Est-ce que nous avons des ingénieurs compétents? Le manque d'ingénieurs peut nous conduire à avoir des mauvaises routes. Le manque d'argent, tous ces risques-là... Le manque de matériel de qualité, voilà. La disponibilité de l'eau. Tout ça, voilà. Et tout ça, vous devez identifier la liste de ces risques-là, ce qui peut vous empêcher d'atteindre des objectifs. Vous devez être capable d'identifier ça. Et quand vous avez identifié tous ces risques-là, maintenant vous vous posez la question, comment évaluer? Parce qu'il y a des risques qui existent, mais on peut les traiter autrement. C'est-à-dire, c'est comme la SONAS, l'assurance. C'est vous qui avez votre véhicule, c'est vous qui pouvez faire un accident, mais vous dites, bon, au cas où je faisais un accident, moi je n'ai pas le temps à réfléchir tout ça, bon, SONAS, gérez-moi cet aspect. Si je faisais un accident, maintenant c'est vous qui allez vous occuper du reste. Moi je paye seulement. C'est une façon de gérer les risques, de vous transférer les risques. Maintenant, quand vous avez identifié tous ces risques-là, vous aurez des risques inévitables. C'est un manque d'argent. Mais vous devez résoudre ces risques-là. C'est-à-dire, vous évaluez un risque majeur, un risque moyen et un risque faible. Il y a des risques, on vous dit, parce que le risque zéro n'existe pas. Vous pouvez vous dire, bon, ça, on accepte quand même. Nous savons que ça existe, mais on l'accepte. Et pour bien évoluer, tout en sachant que ces risques existent. Mais vous évoluez. Mais il y en a d'autres, vous devez les gérer. Quand vous avez identifié tous ces risques, vous les avez évalués, vient maintenant la prochaine question, comment gérer ces risques-là? Le manque d'argent, vous allez faire quoi? Le manque d'ingénieurs, vous allez faire quoi? Maintenant, le manque d'argent, nous allons négocier, ou nous allons nous endetter auprès de tel, ou nous allons créer un nouvel impôt, ou nous allons... Donc, toutes les questions peuvent se poser, toutes les hypothèses peuvent être aussi abordées. Le manque d'ingénieurs, faut-il faire venir des ingénieurs d'ailleurs? Ah non, bon, est-ce que nous pouvons former les nôtres? Mais bien sûr. C'est ainsi que moi j'ai toujours déploré ce que fait la première dame, envoyer des jeunes gens qui vont faire le droit à l'économie à l'étranger. C'est un gâchis. L'économie. Mais pourquoi ne pas prendre... Les sciences sociales. On prend par exemple des jeunes gens de l'ISTA. Ils sont des ingénieurs. Maintenant, vous leur donnez la bourse pour aller se spécialiser en Inde, en Chine. Oui. Parce que là, vous savez que c'est une technologie qu'on n'avait pas. En envoyant des gens là-bas, ils reviendront avec la technologie en question. Mais les droits, l'économie, moi je suis juriste, mais aller prendre les droits à l'étranger, c'est quoi? Que je viendrai apporter comme valeur ajoutée d'une façon péremptoire au niveau du pays? Rien. Mais par contre, on cible les gens. Bon, nous avons 10 personnes envoyées, organiser les tests comme vous voulez, mais qui doivent aller prendre quoi? Par exemple, manipuler telle machine médicale. Il faut spécialement pour ça. Donc, dans la gestion maintenant de ces risques-là, vous saurez que ici, pour tels risques, voilà ce que nous devons faire. Et là, la réflexion est approfondie et vous aurez la chance que les objectifs seront atteints. Et là aussi, vous allez faire une bonne planification en disant, nous devons commencer par tel point, et après avoir résolu ces problèmes, nous irons tel problème. La planification sera aussi intelligente. Mais quand un cas concret, oui. Quand le roi Désiré Kabila était chef de l'État, au niveau du ministère des Finances, ils avaient besoin d'augmenter les recettes. Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour augmenter les recettes? Il y a une dame qui était là. Parce que c'était une réflexion libre, qui dit, bon, est-ce qu'on ne peut pas créer un impôt minimum pour expatrier? C'est-à-dire nos frères du Congo-Brazza ou centrafricains, ainsi de suite, qui travaillent ici, est-ce qu'on ne peut pas créer un impôt, ne fût-ce que pour eux? C'était appelé impôt minimum pour expatrier. Ah, l'idée était alléchante. À la même minute, ils ont approuvé et ils ont fait signer le décret au chef de l'État. Mais cet impôt a généré combien? Zéro. Pourquoi? Mais parce que c'était mal conçu.
C'était mal conçu, mal réfléchi. On n'a tenu compte de rien. Et maintenant, nous avons un problème réel dans notre pays. Pourquoi les 40% des provinces ne parlent pas? La rétrocession. La rétrocession n'intervient pas. Pourquoi? Pourquoi? Mais ça prouve que, quand ils ont conçu ça en 2006, ils avaient ignoré une grande réforme qui avait eu lieu à la DGI en 2003. Avec la création de la direction des grandes entreprises. C'est-à-dire toutes les grandes entreprises du pays doivent être sont gérées par une seule direction. Donc qu'elles soient basées à Lubumbashi, je ne sais pas. Ce qui veut dire que quel que soit l'endroit où l'entreprise est installée, il ne paye pas l'impôt localement. Non, tout est payé ici à Kinshasa. Maintenant vous allez calculer les 40% comment? C'est comme par exemple un monsieur, un pêcheur de Wagenia. Oui. Il attrape son poisson, mais il a travaillé. Il a attrapé un gros poisson, maintenant il va le vendre au marché. Il encaisse le revenu. Oui. Bon, pour plaire à sa femme, il dit, bon, je vais acheter un pagne à mon épouse. Il achète un pagne, la femme est joyeuse, mais en payant ce pagne, un pagne fabriqué par Sotexki à Kisangani, mais en payant ce pagne, il a payé un impôt, la TVA. Mais maintenant, c'est Sotexki, au lieu de rétrocéder localement ou qu'elle paye l'impôt localement, cet impôt-là va payer à Kinshasa. Maintenant, quand on va faire l'analyse, mais la province orientale a généré combien d'impôts? Ah non, d'ailleurs c'est zéro. Alors que l'activité a été sur place. Voilà, tout s'est passé sur place, mais l'impôt a été payé ici à Kinshasa. Maintenant, comment on va calculer 40%? Et si les initiateurs de la disposition constitutionnelle avaient tenu compte de ça, ils allaient réfléchir autrement. Autrement dit, les experts fiscaux que vous êtes, le ministère du Budget, le ministère des Finances, tous ces conseillers, lorsqu'ils proposent des réformes, ils ne réfléchissent pas, on va dire, à la logique du fonctionnement de la vie publique. Mais juste, c'est-à-dire, avec la démarche en question, oui, état des lieux, objectif, cartographie des risques, vous découvrez facilement les anomalies. Bon, nous voulons que la rétrocession soit de 40%. Mais vous analysez les risques. Quels sont les risques qu'on peut rencontrer pour réaliser cela? C'est alors que vous allez commencer à réfléchir et puis vous dire non, ça ce n'est pas une bonne décision. Dites-moi, on dit que le problème que rencontrent les Noirs en général, c'est la solidarité exacerbée, c'est-à-dire, eh ben, il faut partager. Ensuite, c'est le problème de gouvernance et de transparence dans les finances publiques. D'abord, prenons le cas de la solidarité. Et ça entre dans la ligne droite de la cueillette. Solidarité. Mais bien sûr, la facilité. C'est-à-dire, tout problème, vous allez vous plaindre à gauche, vous avez la solution. Quel effort vous allez encore fournir? Parce que vous savez trouver la solution facilement. En vous plaignant. En vous plaignant, vous trouvez la solution. Vous allez encore fournir quel effort? Rien. Mais ça, on ne perçoit pas ça d'une façon... Oh non, l'homme blanc, il est individualiste, chez lui on ne peut pas venir habiter, il ne peut pas partager son véhicule. Mais justement, c'est tout ça qu'il faut comprendre. Donc la solidarité, parce qu'il n'y a absolument aucun acte sur terre qui, posé à 100%, reste bon ou mauvais. Ah oui? Ah oui? Tuer est une mauvaise chose, non? Mais il y a des moments où tuer devient une bonne chose. Quand par exemple on veut bombarder la ville de Kinshasa, oui, et qu'un militaire abat cet avion et les pilotes meurent, est-ce que c'est mauvais pour nous? Donc c'est la relativité des choses. De la relativité, même aimer c'est une bonne chose, non? Oui, oui. Mais à l'extrême, ça devient de la jalousie, ça devient de la passion. On peut tuer quelqu'un à cause de l'amour. Donc il n'y a aucun acte qui posé sur Terre, je dis bien. Nous ne sommes pas sur Mars où peut-être Mars, il n'y a pas des êtres vivants comme nous, d'après ce qu'on dit. Peut-être Mars est habité par des esprits, on ne sait pas. Mais nous ne sommes pas là-bas. Ici sur Terre, c'est ça, la relativité. Donc pour vous, la solidarité africaine, la solidarité nègre, le partage n'est pas économique, ne sont pas économiques. Ces concepts. Non, je ne dis pas que c'est mauvais, mais ce n'est pas bon à 100%. C'est-à-dire qu'il y a aussi le côté négatif de ça. Tu veux dire que vous mettez les gens dans l'assistance. Mais bien sûr. Exemple,
Votre direction s'appelait avant la direction de la contribution. Mais toute une philosophie. Et l'impôt est obligatoire. Oui, ça c'est une histoire que les gens n'ont jamais compris. Parce que, est-ce que dans notre pays, est-ce qu'il s'est passé un moment où l'impôt était bien payé? La réponse est oui. Dans notre pays aussi. À l'époque coloniale, l'impôt était bien payé. Raison pour laquelle ceux qui ne payaient pas l'impôt étaient châtiés sévèrement. Et l'État était riche. Et on chicotait même les cadavres. C'est-à-dire, le monde de l'impôt en question, oui. Il va dans un village pour collecter l'impôt. On dit non, monsieur est décédé. Ah bon, mais il n'a pas payé ses impôts? Il est où? Non, son cadavre est là. On chicote les cadavres. Mais ça, c'est pour et ça donne leçon à ceux qui restent en vie. Il dit attention, même ce cadavre, ton cadavre sera chicoté. Voilà. Et on a connu ça dans notre pays. Et l'impôt était bien payé. Donc, maintenant, pourquoi... Qu'est-ce qui s'est passé en 60? Oui. Parce que la population, beaucoup, la grande majorité ne comprenait pas ce que signifiait l'indépendance. Et les hommes politiques de l'époque ont trouvé... L'indépendance, nous allons manger comme les Blancs. L'indépendance, nous ne payerons plus les impôts. Pour la population, c'est une bonne chose. C'est ainsi que massivement, ils ont adhéré à l'idée de l'indépendance. Mais les dirigeants de l'époque savaient que ne pas payer l'impôt, c'est une mauvaise chose. Mais ils se sont dit, bon, on obtient d'abord l'indépendance, et puis après on verra. Après. Mais où est sortie cette idée de l'impôt qui devient une contribution? Justement, c'est-à-dire quand en 60, malheureusement pour les dirigeants de l'époque, nous sommes devenus indépendants le 30 juin, le 5 juillet, donc 5 jours après, désordre au niveau de Kankokolo, avec la mutinerie de l'armée. Oui. Donc, ils n'ont pas eu le temps de s'occuper justement de cet aspect, parce que l'aspect sécuritaire commençait déjà à déranger. Le 5 juillet, mutinerie de Kankokolo, qui avait contaminé aussi le camp de Banzamungu. Le 11 juillet, sécession katangaise. Donc voilà, on a évolué une accumulation de problèmes sécuritaires, et les bonnes volontés, malheureusement, n'ont pas eu le temps d'expliquer les problèmes de l'impôt. Maintenant, en 65, Mobutu prend le pouvoir. La première réforme que le pays a connue sur le plan fiscal, c'est en 69. Mais maintenant, ils avaient peur de reprendre le concept de l'impôt. Ils se sont dit, bon, calmons un peu les jeux pour travailler la psychologie des gens. On appelle ça contribution. C'est ainsi qu'en 69, tout ce qui était impôt est devenu contribution. Alors, contribution. Est-ce que vous avez suivi à un certain moment, Mobutu s'est fâché parce qu'il a sanctionné quelqu'un parce qu'il n'a pas payé son impôt? Non. Donc, et on a évolué dans cette logique-là jusqu'à ce que, en 73, avec le boom du pétrole, les pays commençaient à s'endetter. Au lieu de focaliser l'attention sur les recettes internes, chercher des voies et moyens pour mobiliser les recettes, mais on a besoin de payer. Vous allez se lever dans une banque à Paris, on vous donne des fonds, vous réglez les problèmes. Et l'endettement s'est commencé à s'accumuler. Et c'est là où on a pris des crédits pour faire Inga, justement, les grands travaux. Alors, mais en 82, tous les pays du tiers-monde, hein, pas seulement le Congo, tous les pays du tiers-monde étaient endettés par le Fonds monétaire, Banque mondiale, etc. Maintenant, en 82, la première grande échéance, c'était le Mexique, qui devait commencer à rembourser. Mais le Mexique dit, mais je n'ai pas l'argent. Alors c'est ça qui a failli créer une crise financière internationale. Pour dire, mais si le Mexique, qui paraît un peu crédible, dit qu'il ne peut pas payer, et les autres a fortiori. Donc c'est ainsi que, pour calmer les jeux, la Banque mondiale et surtout les fonds monétaires est entrée en danse. Vous avez besoin d'argent, oui, passez d'abord par les fonds monétaires, et les fonds monétaires vous imposent un programme, et puis à partir de ce programme-là, maintenant on garantit que vous pouvez lui donner l'argent, nous allons surveiller pour les remboursements. L'engrenage de la dette. Voilà. Et on a commencé par les programmes de stabilisation d'abord, dépenses et recettes. On stabilise pour qu'on n'évolue pas trop loin. Mais ça s'est avéré catastrophique. Parce qu'il y a des dépenses incompressibles, dont les dépenses étaient toujours supérieures aux recettes, dont l'endettement était toujours exigé. Maintenant, on est passé à la deuxième phase. Non, bon, aidons aussi à ajuster certaines choses. C'est ce qu'on est passé à la deuxième phase du programme, ajustement structurel. On ajuste structurellement on développe par exemple tel secteur pour créer un peu l'équilibre. Mais ça n'a pas marché.
Et on est arrivé à l'ajustement structurel. D'abord, c'était simple programme d'ajustement. Oui. Et troisièmement, maintenant, c'était le programme d'ajustement structurel. Et même renforcé plus tard. Voilà. Et là, la quatrième, évidemment, quelques pays seulement avaient bénéficié de ça, mais au moins, structurel, renforcé, était arrivé. Mais malgré ça, suite. PPTE. Donc, c'est pour dire que l'évolution de notre fiscalité Oui. et de notre finance a une histoire. Mais quand maintenant, on s'est dit, mais on ne peut pas continuer à s'endetter, nous devons évoluer avec nos recettes internes. Et revenons, que les gens sachent que l'impôt est obligatoire. Mais revenons à la lorsque, je ne sais pas si c'est Laurent Désiré Kabila ou Joseph Kabila qui a créé Direction Générale des Impôts. Justement, c'était d'abord Direction Générale des Contributions, créée en 1988, Oui. sur demande du Fonds monétaire international. Bon, maintenant, en 2003, comme on devait changer de mentalité, faire voir aux gens que l'impôt, ce n'est pas de la blague. Vous devez payer l'impôt pour vous développer. Donc, abandonnons les concepts de contribution qui donnent l'impression que on dirait que vous payez ou pas, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Oui. Revenons à l'appellation impôt. C'est ainsi qu'en 2003, on est revenu à l'appellation impôt. C'est une grande réforme, mais les gens ne tiennent pas compte de ça. En 2003, on est revenu à l'appellation impôt et automatiquement, la direction générale qui était contribution est devenue aussi direction générale des impôts. Il n'y avait que ça. Et comment expliquer que malgré qu'on est revenu à ces concepts universels de l'impôt, la culture de l'impôt est très faible? Mais justement, maintenant c'est un pays comme la RDC, le directeur général des impôts me disait Kinshasa, presque 20 millions d'habitants, on a moins de 1 million de gens qui payent les impôts. Mais c'est ça. Moins de 1 million. Justement, raison pour laquelle la mentalité doit être changée. La mentalité, pour la changer, il ne suffit pas simplement de faire des affiches, payer vos impôts. Ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il faut? Sur le plan... Chicoter. Non, non, pas nécessairement. Mais les droits de l'homme... Confisquer. Les droits de l'homme vont encore revenir. Il y a deux axes. Axe population et axe service. Sur le plan de la population, c'est la sensibilisation pour développer le civisme fiscal. Et cette sensibilisation, on croit qu'il suffit d'aller parler des impôts. Non. L'impôt, reflète l'âme d'un pays. Quand on paye bien les impôts, ça prouve que cette population connaît les biens fondés d'appartenir à cet État-là. L'amour du pays. L'amour du pays, le patriotisme. Qu'ils comprennent que nos ancêtres ont évolué de la meilleure manière grâce à cet impôt. La connaissance de l'histoire. Donc, tous ces éléments. Et la spiritualité aussi doit suivre. Donc, il faut sensibiliser les gens en tenant compte de beaucoup de paramètres. Mais les gens vous disent, ceux qui nous suivent, nous, on paye l'impôt. Mais quand on voit que la DGI a augmenté les assignations, les gens qui travaillent à la DGI impayés, l'argent mobilisé, au lieu qu'il serve à développer le pays, il est dilapidé par ceux qui dirigent, avec de plaisirs, des fêtes, des voyages, même des cadeaux qui sont faits aux politiciens. Mais justement, comment vous allez développer justement cette culture de l'impôt lorsque les contribuables voient que l'usage qui est fait de son impôt, qu'il paye, est autre que les biens communs? Mais bien sûr, c'est ce que nous disons. Quand vous avez sensibilisé la population que vous devez payer l'impôt, vous, service, ce que moi j'appelle les transporteurs de l'impôt. Parce que l'impôt, les producteurs de l'impôt, c'est qui? C'est les contribuables. Maintenant, il doit être sensibilisé pour qu'il produise, pour qu'il verse ce qu'il a produit. Au lieu de garder par devers lui ce qu'il a produit, mais qu'il verse tous à l'État. Maintenant, ce n'est pas à lui d'aller faire quoi que ce soit. Il y a un transporteur, c'est lui que j'appelle le transporteur. C'est-à-dire c'est lui qui prend de l'argent auprès des contribuables pour le verser à la caisse de l'État. C'est ça, ce sont ces régies financières-là. Maintenant, ces services n'ont besoin que d'une seule chose, pour le moment, l'organisation. L'organisation, selon justement les normes actuelles, parce qu'il faut, le contrôle interne doit être efficace. Mais dans tous nos services, la maîtrise des risques doit être mise partout. Parce que la maîtrise des risques, c'est que vous avez atteint une finalité où
les risques sont minimisés. Vous évoluez avec beaucoup d'assurance. Or, pour les moyens utilisés, c'est les contrôles internes. C'est-à-dire, qui fait quoi? On doit voir avec précision qui fait quoi. Et comment on doit faire ça. Mais si vous allez dans tous nos services de l'État, je ne parle pas seulement des régies financières, services de l'État. Mais il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Ils viennent au boulot, mais ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Ça, c'est déjà un grand manquement. Mais quand le contrôle interne est efficace, c'est-à-dire chaque acteur sait ce qu'il doit faire. Et il ne doit pas se limiter seulement à savoir ce qu'il doit faire, il doit savoir comment il doit faire ça. Et on doit lui apprendre comment il doit faire ça. S'il ne connaît pas, on doit lui apprendre. Il y a des recyclages qu'on organise, mais on doit être sûr que cet agent connaît comment il doit faire ça. Et puis, il y a des contrôles en interne, il y a des contrôles autocontrôle. Vous-même, vous devez vous contrôler. Et vous devez contrôler aussi, il y a des contrôles horizontaux avec les amis et les contrôles verticaux. Donc, avec la hiérarchie. Tout ça doit bien fonctionner. Dites-moi, monsieur l'expert, monsieur l'auditeur, lorsque vous avez grandi dans une culture des cueillettes, lorsque vous avez grandi dans la facilité, lorsque l'État-providence a transformé l'homme en celui qui est là pour consommer et parfois obtenir facilement. Comment vous créez l'état d'esprit d'organisation pour que le revenu profite à tous? Mais justement, c'est-à-dire, hein, ça, tout ce que je viens de dire là. Les dirigeants ne sont pas exclus dans le changement de mentalité. Ce n'est pas que le changement de mentalité, c'est l'affaire de la population ou des travailleurs. C'est l'affaire de tout le monde. Le contrôle interne concerne tout le monde de la base au sommet. Parce qu'au sommet doit savoir qui a fait quoi, comment il le fait. Le sommet doit savoir. Et la base, c'est ce qu'il doit faire. Mais plus on monte, plus aussi on doit savoir ce qui doit être fait au niveau du sommet. Ce contrôle interne-là entraîne quoi? Entraîne la transparence, entraîne la bonne gouvernance. Et la redevabilité. Mais la redevabilité, c'est dans la bonne gouvernance. Quand vous gouvernez bien, vous devez aussi rendre compte. C'est tout à fait normal. Mais cette obligation, c'est-à-dire quand le contrôle interne est efficace, vous avez même du mal à cacher. Parce que tout se sait. Vous êtes ici, vous savez ce que vous devez faire. Quand ça passe là-bas, tout le monde voit ce qui est fait. Même quand on parle de la corruption. Oui. Mais on doit aussi savoir situer l'origine de la corruption. Parce qu'à l'époque coloniale, la corruption n'avait pas cette allure. Mais quand est-ce que la corruption a commencé dans notre pays ou dans les autres pays du monde? Je ne sais pas l'origine, mais c'est l'incertitude de l'avenir. Mais nous avons connu ceux qui ont travaillé à l'époque comme fonctionnaires. Oui. Ils deviennent des gens fonctionnaires, des retraités, et malheureusement, ils deviennent des clochards. Clochards? Ah oui. Pourtant, il a travaillé. Pourtant, il a travaillé. C'est-à-dire, il a obtenu sa retraite normalement. Et, en principe, il doit continuer à vivre jusqu'à sa mort normalement. Il n'est pas dit qu'il doit devenir plus riche à sa retraite, mais il doit mener une vie normale. Or, mais quand les gens... l'INSS à l'époque, aujourd'hui, c'est l'INSS incapable de payer la retraite des gens. Mais on ne doit pas condamner seulement l'INSS. Parce que nous sommes dans un tout. Maintenant, quand les gens voient, ah, celui-là, quand il était aux affaires, nous étions enfants, mais on l'enviait, tout ça. Mais maintenant, voilà qu'il devient clochard. Qu'est-ce qu'il faut? Maintenant, moi... J'anticipe. L'homme prudent voit le mal de loin. Voilà. Et ça, je ne vais pas finir comme lui. Voilà. Maintenant, parce qu'une fois à Paris, nous étions dans l'immersion au Mans, la ville du Mans. Oui. Pour le compte de la DGFIP, on était en immersion dans les services de la DGFIP à travers la France. Et moi, j'étais au Mans. Maintenant, dans le cadre de l'audit, on a audité une femme. Et après, je lui pose la question. Mais maman, vous dites que vous, c'est la corruption. Et si quelqu'un venait avec une corruption, vous faites quoi? Sa réaction était tellement virulente que j'étais très content. Elle dit, mais non, 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 non. Sinon, je vais sacrifier ma pension de retraite. Très bien. Sinon, je vais sacrifier ma pension de retraite. Mais quand si on me révoquait maintenant,
Mais je vais vivre comment jusqu'à ma mort? Voilà un raisonnement qui m'a fait plaisir pour dire, voilà, si la personne est sûre, je travaille aujourd'hui, je travaille très bien jusqu'à la dernière minute, on me met à la retraite, je vais continuer à bien vivre. Mais quel risque la personne prendrait-elle pour sacrifier? En réalité, les gens corrompent ou se laissent corrompre par manque d'assurance du lendemain. Mais justement, parce que même il y a, quand on parle du triangle de la fraude, Oui. mais le triangle de la fraude, ça commence par la pression. C'est-à-dire, vous êtes à la maison, on vous dit l'enfant est malade. Vous êtes au bureau plutôt, on vous dit l'enfant est malade. Mais on ne sait pas l'amener à l'hôpital parce qu'il n'y a pas d'argent. Maintenant, le papa qui est là, la pression monte déjà. Ah, il y a l'enfant qui est malade à la maison. Ça, c'est la pression. Et puis après, il y a une opportunité qui passe, il y a de l'argent qui circule. Il se dit, mais si je prenais... C'est une opportunité qui se présente. Oui. Mais si je prenais un petit rien, ne fût-ce que rien, pour régler le problème de l'enfant. Moralement, il peut se dire, mais l'opportunité est là. Maintenant, l'attitude, faut-il qu'il le prenne ou pas? Ça devient maintenant personnel. Mais quand la pression est très forte, il risque de dire, entre apprendre Je sauve mon enfant. que mon enfant est décédé ou Je sauve mon enfant. je sauve mon enfant, advienne que pourra. Mais c'est fini. Donc c'est ça, le docteur Cressé n'est pas congolais, ni africain. Mais c'est une réalité mondiale, de l'homme, mondiale et de l'homme. Donc quand vous laissez les gens avec des pressions intenses, quand vous laissez les gens avec des opportunités comme ça, l'attitude risque de l'emporter sur le reste. Parlons un peu de l'investissement, parce qu'on dit que les pays africains, les pays noirs en général, ils n'ont pas la culture de l'investissement. Ils n'ont pas la culture de planter pour récolter demain ou après-demain, ou pour des générations futures. Mais c'est parce que... C'est comme on dit en lingala, lélo. Je suis au pouvoir, je prends, je consomme, demain ça ne sera pas moi. Mais c'est ça la maîtrise des risques. Personne ne veut réfléchir en profondeur. Or, si on réfléchit en profondeur, on doit se dire l'investissement dans lequel je voudrais me lancer, voilà les étapes. Ça, c'est l'étude approfondie qui va lui donner cette précision-là. Mais s'il n'y a pas de précision, mais la personne dira quoi? Non, je préfère aller acheter quelque chose, demain je vends et puis j'ai mon argent. Mais investir pour dire, bon, quand vous investissez aujourd'hui, mais le lendemain n'est pas assuré. Est-ce que je serai là demain? Est-ce que les autres ne viendront pas faire ceci? Donc, ce manque d'assurance ne peut provoquer ou entraîner de tels comportements. Donc, nous devons maintenant nous organiser. Parce que quelqu'un qui investit, sachant que je suis aussi assuré quand j'investis, s'il y a un désagrément, l'assurance va m'aider. La personne n'aura plus beaucoup de peur. Mais on sait que quand vous investissez, l'assurance ne viendra même pas, ou même si l'assurance venait, elle va commencer à vous envoyer des montants timides, et puis 10 ans après, vous n'aurez peut-être pas la totalité des montants. Cette crainte-là va entraîner quelle sanction? On fait cette émission au moment où on s'apprête à publier un gouvernement. Si ce n'est pas ce soir, peut-être demain, dans 2 jours. Mettez-vous à la place de la future Premier ministre, enfin la Première ministre nommée déjà qui est là. En termes de réformes, pour changer la donne, il faut plutôt changer l'homme ou changer des méthodes? Méthode. Je vais directement méthode. Parce que l'homme, on peut le transformer, parce qu'il y a des formations, il y a des recyclages, on peut toujours changer l'homme. Mais avec quelle méthode? Nous avons l'ENA qu'on a créé. Oui. L'ENA. J'enseigne à l'ENA. Ah, vous enseignez à l'ENA? Bien mais sûr. dites-leur quelle est la valeur de la maîtrise des risques. Si l'ENA, notre ENA, ne fait pas attention à ça, mais comment on va fonctionner? On va améliorer le fonctionnement de nos services. J'avais écrit officiellement, ce que je dis, j'avais déjà écrit officiellement et au chef de l'État, et au Premier ministre, et au ministre de la fonction publique, et même à l'IGF. On vous a répondu? C'est l'IGF qui avait accusé réception. Ok. Seulement. Félicitations à Ligneté.
Ils avaient accusé réception, mais les autres, même pas accusé réception. Mais alors, là, il revient justement, et c'est le clou de cette émission. Vous parlez de méthodes, il faut changer de méthode. Mais les méthodes sont changées par les intelligences, Mais justement, par les process. mais bien sûr. Est-ce que vous avez un pays où on respecte l'intelligence? Mais les pays existent, c'est ceux qui se développent, pas ceux qui respectent. Non, mais le vôtre, la RDC. Mais justement, c'est-à-dire... En 1960, à l'indépendance, vous avez les bonnes raisons de dire, allez, il n'y avait pas de cadre. Les Belges n'ont pas formé suffisamment d'universitaires, etc. C'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, des gens comme vous, il y en a plein. Oui, Énormément. oui. Pourquoi ça ne marche pas? Mais justement parce que la méthode là qui est utilisée pour résoudre des problèmes est vieille. Quand on dit état des lieux, vous venez avec les causes et pistes les solutions, nous évoluons dans ces schémas-là, dans cette méthodologie que je qualifie de vieille, préhistorique. Maintenant, on peut l'appeler... Mais est-ce que nous ne fonctionnons pas dans un désordre organisé? Voulu? Pas nécessairement. Ça peut aussi être le fruit de l'ignorance. Parce que le problème, par exemple, de la maîtrise des risques, ce n'est pas un concept vieux, malheureusement, mais combien de personnes le comprennent? On a tenu beaucoup de conférences. Il y a tout un institut des auditeurs internes. Mais qui s'en occupe? À la télé, moi personnellement, j'ai tenu beaucoup de conférences, d'émissions pour expliquer le bien fondé de ça. Il n'y a que la DGI qui essaie de... Mais c'est pour cela que je vous repose cette question. Les étudiants qui nous suivent, les profs d'université, peut-être qui ne sont pas consultés très souvent, vont encore vous poser cette question. On élit les gens, autorité budgétaire. On forme des gouvernements. La planification dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est le ministère du plan. Ouais. Le risque dont vous parlez, mais au ministère du portefeuille, il doit y avoir là-bas des conseillers qui analysent les risques pour ce que l'État compte comme entreprise. Malheureusement. Malheureusement, je ne sais pas... L'anticipation et, voilà, je dirais moi, l'investissement. Nous avons le ministère de l'Industrie. Mais malheureusement, voilà, au moins vous comprenez, c'est ce que je dis, que malheureusement, aucun service de l'État, au jour d'aujourd'hui, ne peut dire que nous faisons les choses en tenant compte de la maîtrise des risques. Aucun. Peut-être, moi je ne sais pas, si vous en connaissez, vous pouvez toujours... Mais justement, la question maintenant, Madame Toulouka, aussitôt qu'on son gouvernement mis en place, ils vont aller dans ce qu'ils appellent réunion des mises en condition. Ah ouais? Bon, peut-être... On parle de quoi cette fois-là? Ah, peut-être eux-mêmes connaissent, sur le plan politique, ils se disent certaines choses, mais sur le plan de la méthodologie. Parce que c'est quelque chose que nous avons déjà expérimenté. Vous avez l'état des lieux, les objectifs. C'est toute une commission américaine qui est à la base de tout ça. Les COSO, quand on parle de COSO 2, mais c'est ça justement. C'est-à-dire, on a estimé que la maîtrise des risques, c'est fondamental. Comment une structure peut évoluer sans anticiper les choses, sans se rendre compte que tel élément peut nous empêcher d'atteindre les résultats? Mais c'est ce qu'on doit analyser. Mais malheureusement, on n'en tient pas compte. Je dis bien, je ne sais pas un service parce que je suis chercheur. Oui. Je fournis un effort pour aller aussi dans des Et vous avez services. publié, suffisamment publié. Mais bien sûr. Et j'ai écrit officiellement, j'ai les accusés de réception. Donc pour dire que, et nous fournissons un effort pour aider, nous voulons aider l'État à tenir compte, à raisonner, à évoluer dans cette démarche. C'est une démarche, parmi les démarches que j'appelle de la révolution aromatisée. Aromatisée. Oui, une révolution aromatisée, c'est une révolution qui apporte un changement radical, mais sans effort. C'est comme les appareils. Mais il y a 20 ans, pour juste informer à Matadi que l'oncle est malade... Telex. Mais quel Telex? On dépêche quelqu'un. On paie le ticket, va Matadi, va seulement annoncer que l'oncle est malade. Et aujourd'hui? Aujourd'hui. Un clic. Justement. Est-ce qu'on a tabassé des gens pour ça? Non. Non. C'est arrivé calmement. Monsieur Bifoumanou, dites-moi, quand vous réfléchissez comme ça avant d'être nommé, c'est cohérent? Incohérent. C'est cohérent. Ah, mais bien sûr. Mais pourquoi quand on vous nomme, vous faites autre chose? Ah, ça c'est une question à poser à ceux qui ont déjà été nommés.
Parce que eux qui peuvent dire, avant je réfléchissais comme ceci, et puis après... Vous savez, le maréchal Mobutu avait travaillé avec beaucoup de professeurs d'université. Mais avec la même méthode, malheureusement. Les Mabi Moulumba, les Kalombika, les Pigaka Senda, je peux vous en citer énormément. Oui, on les connaît. Les Nuimaï Dingangimbi. Plusieurs d'entre eux étaient mes professeurs. Mais c'est la méthodologie. C'est-à-dire, maintenant que j'ai compris la chose, qu'est-ce qui faisait qu'on ne puisse pas voir de bons résultats? La réponse est la méthodologie. Pas la mauvaise. Jikaka a travaillé avec beaucoup de grands professeurs. Pas nécessairement la mauvaise foi. Parce que les gens disent que non, mauvaise foi des hommes politiques, manque de volonté. Pas nécessairement. Nous, en tant que techniciens, je dis pas nécessairement. Moi, j'impute tout à la méthodologie. Parce que cette méthodologie, même dans plusieurs pays, nous sommes allés. Mais j'ai posé la question, mais chers amis, ce qu'on vient de faire ici, 5 ans après, nous reviendrons ici, nous aurons les mêmes problèmes. Effectivement. Qu'est-ce que Tshisekedi doit faire maintenant? Changer de méthode. Le changement de méthode, c'est, on fait l'état des lieux. Il peut même demander, moi quand j'étais candidat gouverneur, c'est que j'allais imposer. Un ministre me vient avec un tableau. Un ministre? Oui, ça dit quand il vient présenter un problème, quoi. Oui. Je lui dis, bon, présentez-moi les problèmes sous forme de tableau. Première colonne, état des lieux. Quel problème vous verrez? Vous voulez régler? On doit être clair. Deuxième, qu'est-ce que vous voulez? Oui. En faisant cet état des lieux, vous voulez quoi? Et puis troisièmement, mais qu'est-ce qui peut vous empêcher d'atteindre les résultats? Donc, vous faites une cartographie des risques. Et puis, quatrième colonne, vous faites la gestion de ces risques-là. Que pour tel problème, voilà la solution que je propose. Et à partir de ça, quand vous avez toutes ces réponses, maintenant vous faites une bonne planification. Et vous regardez les moyens à vos dispositions. Justement, en fonction des moyens, vous saurez, au lieu de commencer par tel point, commençons d'abord par celui-ci, pour lequel nous sommes sûrs de résoudre les problèmes. Et quand nous aurons résolu ces problèmes, nous allons maintenant passer au deuxième. C'est ça la planification. Merci beaucoup. On sent que vous êtes un esprit brillant. Merci. Vous avez compris, vous, que ça ne sert à rien d'être nommé. Sincèrement. Ça ne sert à rien de vous battre pour garder vos postes ou pour en obtenir d'autres, si vous n'avez pas la méthode. Si effectivement, vous ne savez pas comment arriver à régler les problèmes des gens. Parce que le vôtre, c'est déjà réglé avec les salaires, les traitements, les frais de mission, les honneurs, c'est déjà réglé. Mais l'intérêt général, lui, il nécessite des méthodes. Bien sûr. C'est cette méthode-là qu'il propose. À très bientôt. Ok, merci beaucoup.